Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Je vais vous faire découvrir en fait mon petit atelier de montage de ligne. C'est ici que je passe des heures et des heures chaque hiver pour pouvoir préparer la saison qui suit. Donc là aujourd'hui je vous invite à découvrir le montage d'une ligne pour les pêches traditionnelles, d'étang, canal. Ça sera une ligne très passe-partout. C'est ce qu'on utilise 7 fois sur 10 en fait dans les pêches régulières de gardons, de plaquettes. En fait toutes les pêches classiques d'étang et canaux. Voilà. Donc, je vais m'orienter aujourd'hui sur un flotteur qui est pour moi l'un des plus polyvalents en termes de forme et de grammage. Là, j'ai sélectionné donc du coup un flotteur de 0,8. Voilà. Donc ce flotteur a l'avantage d'être stable parce qu'il a une forme assez, on va dire, trapue, mais est relativement sensible grâce à la partie haute relativement effilée. On a une antenne plastique, donc ça permet de bien visualiser quelles que soient les conditions, on va dire météo ou de luminosité. Donc ça, c'est un flotteur qui est vraiment le passe-partout par excellence. Voilà. Donc on a une quille métal. La quille métal permet d'avoir une très bonne stabilité du flotteur, même si le vent se met en place, donc il restera toujours très droit. Et aujourd'hui, je pense que 90% des pêcheurs au cou et les compétiteurs utilisent des quilles métalliques pour les pêches traditionnelles de nos eaux à nous, c'est-à-dire nos eaux en France avec nos fameux poissons qui sont principalement des gardons, des brèmes, des tanches et des poissons de ce type-là. Voilà. Donc pour monter en fait cette ligne en 0,8, je vais utiliser, pour le corps de ligne en fait, cette ligne d'étang, je vais utiliser du 11,6 centième. Voilà. Donc c'est un nylon relativement résistant. Ce qu'on demande à un corps de ligne, c'est d'avoir d'utiliser un nylon très rigide, et de manière à ce que déjà il ne vrille pas lors du déplacement des plombs sur la ligne. Et ce qui est aussi très important, c'est d'avoir un nylon qui soit très régulier en termes de diamètre, justement de manière à ce que lorsque vous déplacez vos plombs sur la ligne, que ça ne crée pas d'à-coups et que ça génère pas en fait des zones de rupture sur votre nylon. Voilà, c'est très important. Donc mon flotteur de 0,8, je vais y mettre dessus 3 gaines silicone pour qu'il soit parfaitement stable en position lorsque je vais le déplacer sur ma ligne, et surtout lorsque je vais le régler à la bonne profondeur, qu'il soit vraiment très bloqué sur ce corps de ligne. Donc les gaines silicone, généralement je réalise 2 gaines de petite taille, et sur la partie basse de la quille, je vais avoir une gaine très longue. Alors quand je dis très longue, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a en gros 2 gaines qui vont mesurer 3-4 mm et une qui va mesurer facilement 3 à 4 cm. Donc vraiment rien à voir. Alors pourquoi utiliser en fait des gaines courtes sur la partie, on va dire, haute de la quille et intermédiaire et une longue en bas? En fait, celle du bas qui est relativement longue, ça évitera en fait à votre fil de remonter au-dessus du flotteur lorsque vous allez la manipuler, et ça évitera du coup les emmêlages. Voilà, c'est vraiment pour ça. Donc je suis désolé, je vais mettre mes lunettes. C'est ça l'avantage d'avoir 47 ans. C'est qu'au bout d'un certain temps, malheureusement, on perd un peu la vue de près. Hop. Donc j'enfile mes 2 gaines sur mon corps de ligne. Voilà. Donc les 2 premières gaines qui sont de petite taille, la première, je vais la remonter, mais jamais au raccord du flotteur, de la quille et du corps du flotteur. Alors, je vais vous montrer. Donc, la première, je la positionne toujours 4 à 5 cm en dessous du corps du flotteur, de manière à éviter de créer un angle trop brutal entre la gaine, le nylon et le flotteur. La deuxième, je la positionne au milieu de la quille. Et la grande gaine silicone qui mesure 3-4 cm, je la mets en fait seulement à 50% sur la quille et 50% dans le vide, de manière à créer justement ce côté amortisseur et pour éviter que le nylon repasse au-dessus de l'antenne et qui crée des emmêlages réguliers. Donc ça évitera vraiment, ça permettra d'être efficace vraiment en action de pêche et d'éviter tous ces emmêlages répétitifs qui arrivent lorsqu'on met une toute petite gaine dans la partie basse. Alors, ce qui est le plus délicat lorsqu'on monte une ligne de pêche au cou, au-delà du choix du corps de ligne,
c'est de savoir quel type de plomb mettre sur une ligne. Parce que souvent, on peut être des fois perdu. Quel plomb de touche, combien de plombs sur la ligne. Bon, moi, c'est très simple. Sur les lignes d'étang, canaux, j'utilise généralement 10 à 12 plombs sur les lignes, de manière à avoir quand même une certaine souplesse dans les pêches difficiles. Ça me permettra de monter les plombs et de les étaler et d'avoir, on va dire, une conduite de ligne très naturelle. Donc en fait, il va falloir répartir ces plombs sur la ligne de manière à avoir globalement un plomb de touche, un plomb intermédiaire, un deuxième plomb éventuellement si la pêche est délicate, et la masse au-dessus. La masse est composée généralement de 7 à 9 plombs, et donc après en dessous, un plomb et un plomb. Voilà. Donc on va commencer toujours par le plomb, on va positionner en premier les plus gros plombs qui vont être utilisés sur votre ligne. On va commencer par on va dire le haut de la ligne, et on finira par le plomb de touche. Toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Tout simplement, c'est lorsque vous allez placer votre plomb, s'il n'est pas adapté, s'il n'est pas suffisamment bien centré, vous allez pouvoir simplement l'enlever en le glissant vers le bas. Voilà. Et une fois que votre plomb est bon, s'il est bien centré, vous le remontez sur la partie haute de votre ligne. C'est-à-dire que ce plomb-là, il est validé, on le déplace, on le conserve. Alors, un repère très facile, mon flotteur fait 0,75 grammes. Je regarde en fait mes boîtes de plomb, et sur les boîtes de plomb est indiqué à chaque fois la portance d'un plomb. Par exemple, le plomb de 10 fait 0,04 grammes. Le plomb de 8 fait 0,07. Ça m'intéresse, parce que 0,07, je me dis, tiens, il faudrait que je mette 10 plombs pour équilibrer mon flotteur de 0,75. Donc en fait, je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait mettre entre 10 et 12 plombs sur la ligne. Donc ça, on tend vers le plomb, on va dire, qui devrait constituer principalement la base de ma masse principale. Mais en fait, j'ai une astuce. Quand j'arrive à la bonne taille, qui a priori, je multiplie par 10, donc je suis à 0,7, donc ça devrait être le plomb de référence, et ben je prends 2 tailles au-dessus. Là, je vais pas utiliser le 8 comme plomb de départ, je vais pas non plus utiliser le 7 comme plomb de départ, mais je vais utiliser le 6. Alors c'est pas par rapport à la portance qui est marquée là, c'est surtout par rapport au décalage de 2 tailles, par rapport à celui qui correspondrait à 1/10 du poids de mon flotteur. Donc pour un 0,7, 0,07. Ça serait un flotteur de 1 gramme. Je prendrais la boîte de plomb qui se rapproche de plus, donc 1 gramme, ça ferait 0,10 si je divise par 10. Celui qui se rapproche le plus, ce serait le numéro 6. Et ben du coup, je démarrerai pas sur un 6, je démarrerai 2 tailles au-dessus, c'est-à-dire pas un 5, mais un 4. Ce serait le premier de ma masse sur mon corps de ligne. Donc alors je vais monter un flotteur 0,75, donc je vais utiliser, pour démarrer, un plomb numéro 6. En fait, je vais faire un montage qu'on appelle un montage avec une plombée dégressive. C'est-à-dire, je vais commencer par un gros plomb, et plus je descendrai sur la partie basse de la ligne, plus mes plombs seront petits. Voilà. Ça permet d'avoir en fait une mise en place de la ligne très naturelle. Et ça va permettre de piéger les poissons les plus malins, on va dire. Donc je commence par un 6. Généralement, je double le plomb avec lequel je commence. Alors par exemple, là, je vais mettre 2 numéros 6 à suivre. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre en dégressif, on va descendre que d'une taille. C'est-à-dire que je vais passer du 6 au 7. Donc, je vais en mettre un. C'est toujours pareil, hein. Moi, je suis un pêcheur très exigeant sur mes plombs. Donc, ce que je fais, c'est que je pince le plomb. Je fais tourner le corps de ligne dans mes doigts. Et si le plomb ne me plaît pas, je le fais glisser vers le bas. Et lorsqu'il me plaît, je le remonte avec le reste de la masse. Donc après le 7, on va sur la même logique. On prend un numéro 8.
Alors, arrivé là, je me pose la question du plomb de touche que je vais utiliser pour ce flotteur. Alors là, donc pour l'instant, j'ai positionné 4 plombs sur ma ligne, donc 2, 6, 1, 7, 1, 8. Et là, je me pose la question, tiens, quel plomb de touche? Alors, je vais vous montrer une astuce. J'ai une petite boîte pense-bête où est précisé, en fait, pour chacun de mes flotteurs, le plomb de touche que je vais utiliser. Alors, par exemple, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Par exemple, sur un plomb de 13, je vais utiliser, sur un ligne de 0,10, je vais utiliser un plomb de touche numéro 13. Sur un 0,20, un plomb de 13 également. Et on va voir ici, en descendant, j'ai marqué pour un 0,3, 0,4, c'est un 12. Pour un 0,6, pour un 0,5, 0,6, un 11. Voilà. Donc c'est tout bête, mais en gros, c'est tous les 0,10 d'écart, je descends d'une taille de plomb de touche. Donc là, j'arrive enfin à la ligne qui m'intéresse. En gros, entre 0,8 et 1 gramme, donc là c'est un 0,75, donc ça tend vers le 0,8, je mets un plomb de touche numéro 10. Voilà. Alors, lorsque je repère ça, à ce moment-là du montage de ligne, je me dis, ah, en bas, je mettrai un numéro 10. Là, je suis déjà au 8. Généralement, ce que je fais, c'est que je double systématiquement les 3 dernières tailles de plomb qui vont vers le plomb de touche. C'est-à-dire le 10 sera doublé, le 9 sera doublé, et le 8 sera également doublé. Donc je vais avoir, en bas, 10, 10, 9, 9, 8, 8. Donc là, comme j'ai mis un 8, je vais le doubler. Donc je viens de mettre de numéro 8. Je vais mettre, du coup, 2 numéro 9. Voilà. Et je vais terminer par 2 numéro 10. Parfait. Alors, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors j'enlève les 2-3 petits plombs qui ne me plaisent pas. Je les ai glissés vers le bas pour les faire disparaître. Et donc j'obtiens une ligne avec une plombée totalement dégressive. Voilà. Maintenant, il va falloir tester tout ça, voir si on est proche ou loin de la vérité. Bon, ça a été réalisé sans trucage. Le flotteur est parfaitement plombé. Alors, mais ça ne me convient pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai mis mes 2 numéros 6, mon numéro 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, et mon flotteur est parfaitement plombé. Vous allez me dire, c'est parfait, c'est génial, il l'a fait du premier coup, sans retouche, il a trouvé directement le bon équilibrage. Et en fait, ça me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, je veux surtout pas que ma ligne ne comporte pas de petits plombs complémentaires. Parce que j'utilise toujours, systématiquement, 2 ou 3 petits plombs que je positionne au-dessus de ma masse de plomb, au-dessus de ma plomberie principale, ce qu'on appelle des plombs d'équilibrage et des plombs d'ajustement surtout. Donc en fait, suivant la profondeur du parcours auquel vous allez être confronté, suivant le courant, suivant la densité de l'eau, la portance du flotteur va être différente. Et il y a certaines eaux qui sont très porteuses, d'autres qui ne le sont pas. Si vous avez 3-4 mètres de fond, vous avez quand même 3-4 mètres de nylon entre le flotteur et vos plombs. Et ce nylon, il a quand même un certain poids, qui est pas insignifiant si on est très précis dans le réglage. Donc en fait, il va falloir toujours se donner cette soupape de sécurité en positionnant, de manière générale, 3 tout petits plombs, c'est des petits plombs style carré que j'utilise, au-dessus de cette masse. Et ça permettra, si votre flotteur est trop plombé, de pouvoir les enlever facilement en cours de pêche. Voilà. Donc c'est très très important de disposer de ces petits plombs dessus. Du coup, mon flotteur est trop plombé. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais enlever l'un des plus gros plombs que j'avais positionné tout en haut. Alors, par exemple, j'ai enlevé, là c'était un plomb numéro 6, donc il y en a un qui va disparaître.
Donc je viens d'enlever à l'instant ce fameux plomb de 6 qui était le premier que j'avais positionné sur ma ligne. Alors je vais prendre ma boîte de plomb style carré. Donc je m'en sors quelques-uns. Et je vais en positionner 3 au-dessus de ma masse de plomb. Voilà, donc je viens de positionner, en fait, ces fameux 3 plombs carrés ici, au-dessus de ma masse. Donc j'ai vu bien évidemment qu'en enlevant mon plomb de 6 et en rajoutant mes 3 plombs carrés, et ben en fait il me reste du coup du plomb à remettre sur ma ligne. C'est tout à fait logique parce que j'ai enlevé 0,11 et j'ai remis que 0,03. Donc je pense que j'ai un décalage, l'équivalent d'un plomb numéro 9 à remettre. Donc je remets un numéro 9 sur ma ligne. Donc je le mets bien évidemment sur la partie basse. Je le remets au même endroit que ces deux copains numéro 9 que je vais installer au départ. De manière à avoir toujours cette logique de plombée dégressive qui partira du plus gros jusqu'au plus petit vers le bas de ligne. Voilà, donc là on voit que en rajoutant ce plomb numéro 9, il me manque encore un petit peu de plomb pour être parfaitement équilibré, parce que l'équilibre parfait s'obtient lorsque vous avez uniquement la partie plastique qui est visible. Il faut surtout pas voir la partie du corps du flotteur, donc la partie noire en l'occurrence pour moi. Ici on voit qu'elle est légèrement visible, c'est pas grand chose, mais c'est très important pour la pêche au cou, c'est d'avoir un équilibrage parfait. L'équilibrage parfait c'est celui-ci. Donc on va remettre un tout petit plomb en plus. Donc je vais pas mettre un plomb rond, je vais rajouter un 4e plomb carré au-dessus de ma masse de plomb. Je préfère ajouter ça à ce niveau-là. Ça me permettra toujours de pouvoir jouer avec en cours de pêche dans le cas où le flotteur nécessite un peu moins de sensibilité. C'est très facile à enlever ces plombs-là en cours de pêche. Voilà. J'ai remis un plomb supplémentaire. Donc on va refaire un nouveau test. Voilà. Là, on commence à arriver à quelque chose qui est tout à fait convenable. Alors, on peut le voir, le mieux c'est de le regarder à l'inverse dans le tube. C'est pas par le dessus, mais par le dessous. En fait, ici, on voit apparaître tout doucement, on voit vraiment apparaître à la tranche entre la surface de l'eau et sous l'eau, on voit juste apparaître la partie jaune de l'antenne. Donc on voit qu'on est juste plombé de la bonne manière. C'est-à-dire que le flotteur sera bien visible, mais il restera surtout très sensible. Voilà. Il est visible et sensible parce qu'en fait, l'équilibrage est parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer comment positionner en fait ces fameux plombs sur la ligne. Parce que là, on les a tous mis sur la partie basse. Je les ai vraiment montés pour pouvoir me dire, allez, celui-là il est bon, je le mets de côté, je le mets de côté, je le mets de côté. Une fois qu'on a mis tous les bons plombs de côté, je vais vous donner une petite astuce. Je pince, avant de remonter mes plombs, le corps de ligne juste au-dessus de mes plombs, avant de les remonter, en 3 endroits différents, en appuyant relativement fort sur la pince, de manière à écraser légèrement le nylon et lui donner un côté plat. En fait, ça va permettre, lorsque je vais déplacer mes plombs, de légèrement réouvrir les fentes et pour pouvoir donner un coulissement parfait de vos plombs sur la ligne. Comme ça, en cours de pêche, lorsque vous voudrez bouger vos plombs, les plombs sont beaucoup plus faciles à manipuler. Parce qu'en écrasant ce nylon, vous lui donnez un côté plat, et ce côté plat l'élargit un peu votre nylon. Et du coup, comme le plomb, la fente du plomb passe dans une zone plus large, qu'est-ce que ça fait? Ça réélargit la fente du plomb, et ça donne un coulissement parfait du plomb sur votre corps de ligne. Voilà. Alors bien sûr, quand je les déplace, là je sens 3 zones d'arrêt. Ça fait hop, 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 et après c'est lisse. Et cette partie zone d'arrêt est vraiment hyper bénéfique pour la glisse du plomb. Voilà. Donc là, j'ai juste déplacé les plombs sur en gros une vingtaine de centimètres en étant passé dans cette zone, on va dire, dans cette zone un peu chaotique pour eux, un peu perturbée. Et maintenant, je vais enfin réaliser ma boucle qui fera ma boucle de raccord pour le bas de ligne. Donc je vais réaliser la boucle qui fait le lien entre votre corps de ligne et le bas de ligne. Voilà.
Ok. Donc là, j'obtiens une boucle qui fait en gros entre 1,5 cm et 1 cm. En gros, c'est ça. Maximum 1 cm, faut pas dépasser ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc on voit bien la boucle, elle est parfaite. Je fais une boucle simple. Je fais pas de boucle en 8. Pour moi, à ce niveau-là, ça ne bouge jamais. Ça fait des années que je pêche avec des boucles simples. J'ai jamais aucun souci. L'avantage pour moi de la boucle simple, c'est qu'elle est plus discrète qu'une boucle en 8. Par contre, c'est vrai, il y a des fans de la boucle en 8 parce que ça permet d'avoir toujours une boucle totalement en ligne avec son corps de ligne. Mais moi, très honnêtement, j'ai toujours monté mes lignes de pêche au cou de poisson blanc avec un nœud simple et j'ai jamais eu de souci de nœud qui glissait. Voilà. Après, donc, je coupe, bien évidemment, l'excédent. Alors, je laisse toujours, je ne coupe pas à ras, ça sert à rien. Je laisse toujours un excédent de 3 à 4 mm de nylon au-delà du nœud. Alors, je laisse en fait cet excédent de nylon tout simplement pour, justement, comme j'utilise pas le nœud en 8, s'il bouge d'un quart de millimètre, eh ben, ça permettra d'éviter que le nœud s'ouvre. Et comme je vous explique, en laissant cette petite, on va dire, réserve de 3-4 mm de nylon, ben justement, ça risque rien grâce à ça. Et c'est ça qui fait le fait que le nœud simple est suffisamment performant et résistant, et il ne glissera jamais plus que quelques petits bouts même pas d'un millimètre, donc c'est impossible qu'il récupère tout ça, c'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est important de laisser un tout petit peu de jeu là-dessus, et ça ira très très bien. Alors tout à l'heure, quand j'ai fait ma boucle, je sais pas, c'était peut-être pas très visible à la caméra, mais c'est vrai la boucle était légèrement, on va dire, pas dans l'axe du corps de ligne. Là, juste simplement en manipulant très légèrement le nylon, on voit très bien qu'on peut, c'est une matière vivante, hein, on peut très bien obtenir quelque chose de très propre. Et regardez, ma boucle est vraiment bien centrée par rapport à mon corps de ligne, elle est bien droite. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça, aucun problème. Donc je redescends du coup le plomb qu'on appelle le fameux plomb de touche au raccord au nœud en fait de ma boucle du corps de ligne. Environ 15 cm au-dessus, je vais positionner un plomb intermédiaire. Voilà. Et là, pour démarrer, on va faire uniquement que 3 groupes sur la ligne, c'est-à-dire la masse principale, un plomb intermédiaire, le plomb de touche. Ça, on va dire que c'est le montage utilisé dans 80% des cas. Si la pêche devient plus dure, il suffira de remonter votre masse principale et de remettre un plomb seul. Voilà, donc là on est globalement sur un plomb de touche, 15 cm au-dessus, un plomb intermédiaire, et en gros 12 cm au-dessus, la masse principale. Voilà. Là vous avez une ligne qui pêchera dans tous les étangs, les canaux, les rivières lentes, je veux dire plutôt, qui pêchera à la perfection, qui aura une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'en fait la ligne, ce qui va se passer, c'est qu'elle va descendre très rapidement à ce niveau-là. Après ici, ça va se positionner beaucoup plus lentement, parce qu'en fait l'eau va ralentir le positionnement des plombs, et la partie basse va se poser tranquillement. Voilà. Donc là, on a une ligne vraiment très très souple, et qui est totalement adaptée aux poissons de nos eaux. Voilà. Alors, maintenant, il faut déterminer la longueur de la ligne. Alors, il y en a qui prennent l'option de monter que des lignes de 6 mètres, et ils recoupent au bord de l'eau, en fait, la longueur de la ligne en fonction de la profondeur du parcours. Alors, c'est bien, ça permet d'avoir une sécurité en termes de longueur de ligne, mais c'est quand même déjà une contrainte parce que vous gâchez du nylon, parce que vous allez jeter, à certains endroits, vous allez avoir besoin que de 3 mètres de fil, vous allez jeter 3 mètres de nylon, tout simplement, qui n'aura jamais été utilisé à la poubelle, donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai pris l'option, lorsque je monte des flotteurs, de les monter souvent par paire, de même longueur, et je les monte de manière à avoir des lignes qui vont sur mes kits en deux brins, des kits en 3 brins et des kits en 4 brins. Alors, vous allez me dire, c'est énorme, c'est un gros travail de préparation. Oui, c'est énorme, c'est sûr. Et l'avantage, c'est qu'au bord de l'eau, vous allez gagner un temps énorme. Parce que si vous savez qu'il y a besoin d'un kit 2 brins à cet endroit-là, ben vous allez prendre uniquement la ligne qui mesure la bonne longueur. Et ça va éviter de recouper la ligne au bord de l'eau, de bricoler. Vous serez efficace de suite. Il y aura juste à accrocher votre ligne au connecteur, on la déballe, on met un bas de ligne et on pêche. Voilà. Donc, moi, cette-ci, je vais la monter en kit 3 brins. Alors, kit 3 brins,
C'est un kit qui va mesurer chez moi 4 mètres 20 exactement, non 4 mètres 10 exactement. Et pour trouver cette longueur de 4 mètres 10, alors il y en a qui font la technique de la brassée, ils font 4 brasses, ça peut marcher. Moi je fais quelque chose de beaucoup plus simple, scientifique et cadré et facile à organiser, plutôt mathématique. Je vais utiliser des plioirs et je vais calculer le nombre de tours que je vais réaliser pour enrouler ma ligne sur mon plioir. Alors ce plioir-là, il fait exactement 24 cm de longueur utile entre chaque tour. Donc comme mon kit fait 4 mètres 10, encore une fois, j'ai essayé de me faire gagner du temps. Je vais vous montrer une petite astuce. Cette fameuse boîte où j'ai marqué mes plans de touche à utiliser. J'ai également marqué tout en bas, vous verrez juste en dessous des tailles de gaines, vous allez voir des codes un peu bizarres. C'est marqué K2, K2,5, K3, K4. Et il y a marqué 19 et 26. Donc on voit ici apparaître sur cette boîte des codes commençant par 19 ou 26. Alors le plioir de 19 c'est simplement celui-ci et le plioir de 26 c'est celui-ci. Alors à côté j'ai marqué par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est de monter une ligne aujourd'hui en K3. K3 c'est un kit en 3 brins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai monté une ligne en 3 brins. Donc le K3 est ici. J'ai marqué pour un plioir de 19 il faut me faire 23 tours. Et bien ça serait sur celui-ci, j'aurais juste à faire 23 tours, et je sais que la ligne sera exactement de la bonne longueur par rapport à ce que je recherche, à mon 4-3. Si je monte une ligne sur un plioir de 26 cm, j'aurai juste 16 tours à faire pour obtenir la bonne longueur. Vous voyez, c'est relativement simple. Donc voilà, je sais que pour un 4-3, sur un plioir court, 23 tours, un plioir long, 16 tours. Donc là, ça ne va pas être compliqué. On y va. Donc, on met la boucle sur la partie des petits pivots à l'extérieur et on s'amuse à faire 23 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et vous savez quoi les amis? Si vous avez suivi, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait Stéphane Potelin? Il a fait n'importe quoi. Il nous a expliqué pour des plioirs de 26 qu'il fallait faire 16 tours. Et pour les plioirs de 19, il en faut 23. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 23 tours sur un plioir de 26. Allez, on va recommencer. En fait, il fallait faire que 16 tours. Donc on va recommencer. Et comme quoi, on se trompe tous. Hein. Et en même temps, c'est pas très grave. Donc on recommence. C'est que 16 tours qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'ai mes 16 tours. Alors moi, pour reconnaître des lignes qui n'ont jamais pêché de ceux qui ont pêché, je m'arrange à ne pas mettre d'accroche-ligne, d'élastique d'accroche-ligne sur une ligne neuve. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me faire une boucle qui va tomber pile à l'endroit pour pouvoir l'accrocher à l'angle de mon plioir. Donc en fait, je prends, hop, comme une boucle de bas de ligne, je fais simplement une simple boucle. Voilà. Je coupe l'excédent. Pareil, la simple boucle, hein, vous laissez toujours 3-4 mm d'excédent au-delà du nœud. Hein, c'est pas la peine d'être très précis à ce niveau-là. Et du coup, vous entourez votre ligne sur le plioir et ça vient se caler juste ici. Moi, pour moi, c'est un repère visuel. Je sais que cette ligne-là n'a pas d'accroche-ligne, on va dire, en latex. Du coup, je sais qu'elle est neuve. C'est un repère très pratique lorsque on veut utiliser que des lignes neuves. Donc voilà, la ligne est enfin finie. Donc là, une ligne prête à l'emploi pour les pêches d'étang. Donc maintenant, je vais mettre quelques repères. Donc, alors là, j'ai utilisé un plioir que j'avais déjà utilisé. Donc il est déjà marqué à 13,3 centièmes. Je vais l'effacer, parce que c'est là où j'ai utilisé du 11,6. Donc pour l'effacer, j'ai une technique. Pourtant, c'est du marqueur. Mais je vais utiliser tout simplement un dissolvant express. Alors c'est un dissolvant que vous allez emprunter à votre femme. C'est ce qu'ils utilisent pour leurs ongles, bien évidemment. Vous frottez très légèrement. C'était rapide, hein. Ça a pris un quart de seconde. Ici, c'était marqué au marqueur 13,3. Et ben, j'ai pu l'effacer vraiment juste avec un simple passage. Alors, ce dissolvant a un autre avantage. C'est mon ami Félix Pochet qui m'a montré l'astuce. Ça vient pas de moi.
Ça sert également lorsque vous peignez ou lorsque vous utilisez le marqueur pour teindre vos antennes. Souvent, en bord de l'eau, il y a des conditions qui font que lorsque les eaux sont quand la surface de l'eau est très claire, on met du marqueur sur l'antenne de couleur. Et pour retrouver la couleur initiale de votre antenne, le marqueur s'enlève très facilement également avec un dissolvant express pour les ongles. Voilà. Donc n'hésitez pas à emprunter ce fameux dissolvant à votre dame et là, ça permettra de gagner un temps précieux. Donc ici, sur le côté du plioir, je vais préciser donc, le diamètre de mon nylon. Donc là, ça sera du 11,6. Et du coup, voilà, je sais précisément quelle est, en prenant mon plioir, je le vois facilement parce que quand mes lignes sont rangées dans mon casier, on voit tout de suite apparaître cette notion du diamètre de corps de ligne. Ça, c'est très important. Et je vais noter que ça sur mon plioir. Et vous allez me dire, mais il marque où la longueur de sa ligne? Eh bien, je ne marque nulle part. Et tout simplement parce que, pour moi, mes plioirs verts, c'est des kits qui font 2 brins, donc c'est des K2. Les plioirs orange, ce sont des kits qui font 3 brins. Et les plioirs bleus, des kits qui feront 4 brins. Donc pour moi, ça va être relativement facile à repérer dans mon casier la ligne que je vais utiliser. Simplement par le code couleur, eh ben, je sais quelle longueur de ligne sera montée sur mon plioir. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous le représenter, ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà. Là, je vais vous montrer simplement la même série de flotteurs que j'ai utilisé là à l'instant en 0,75. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Alors, ça fait un peu... c'est très coloré, mais c'est très pratique. En fait, c'est ce fameux code couleur qui nous permet d'identifier en un clin d'œil la portance de votre flotteur. Par exemple, le blanc, quelles que soient les séries que j'ai développées, sont des flotteurs qui prennent 1 gramme de plomb. Les roses sont des flotteurs, comme on a vu à l'instant, qui font entre 0,75 et 0,80. Voilà, c'est la couleur destinée entre 0,75 et 0,80. Quand je prends, par exemple, allez, le vert, celui-ci, c'est un flotteur de 3 grammes. Voilà. Donc, lorsque vous allez pêcher, vous allez avoir des kits de montée. En un clin d'œil, quand vous allez prendre votre kit, vous saurez quel est le poids de votre flotteur. Parce que je peux vous garantir, pour avoir vécu ça pendant longtemps, lorsqu'on monte un 0,40, un 0,60, un 0,80, un 1 gramme, et qu'il y a plusieurs kits de montée, et lorsqu'on saisit le kit, des fois on se persuade qu'on a pris la bonne ligne, qu'on a pris la ligne qu'il fallait, parce que dans notre esprit il fallait pêcher plus lourd, et en fait on a pêché pendant longtemps ou pendant un petit moment avec la ligne qui n'était pas adaptée, en tout cas par rapport à ce que vous recherchiez, parce qu'en fait il n'y avait pas le poids du flotteur était difficilement identifiable, et pour repérer un écart de plomb, juste avec des plombs, l'écart entre un 0,8 et un 1 gramme, c'est relativement compliqué. Voilà. Donc c'est des petites astuces qui vous font gagner du temps en partie de pêche et qui vous permettront d'éviter surtout certaines erreurs. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la découverte de d'autres montages ou d'autres astuces. En tout cas, là on a une ligne parfaite pour aller attaquer nos pêches d'étang, de canaux, pour aller chercher les gardons, les plaquettes. Franchement là c'est parfait. Voilà, là on est sur cette ligne-là. On arrive à une dizaine de plombs. Donc, comme on avait dit initialement, 10 à 12 plombs, ça c'est important. Des plombs dégressifs, un gros plomb sur la partie haute de la ligne, un petit plomb vers le bas. Toute la ligne doit être montée de manière, on va dire, vraiment dégressive. Plomb de 6, plomb de 7, plomb de 8, plomb de 9, plomb de 10. Si la pêche est difficile, on remonte la masse. Ça permet d'alléger, pas d'alléger, mais de rendre plus souple, on va dire, la positionnement de votre rêche en position de pêche. Donc ça va permettre de déclencher des poissons parfois délicats. Si les poissons sont très mordeurs, une autre astuce, la masse de plomb, vous pouvez la descendre. Vous pouvez descendre vos plombs tout en bas, tout en bas, tout en bas, de manière à avoir une ligne plus stable, qui se mettra en place plus rapidement et vous serez encore plus efficace. Donc c'est pareil, les plombs, il y a un réglage de base qui marche dans 7 fois sur 10, mais on peut être amené à le changer. Et il ne faut pas hésiter, en cours de pêche, de modifier ces réglages-là. Et des fois, vous serez surpris des résultats que vous pourrez obtenir en déplaçant et en modifiant cette plombée. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.